Bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Nous sommes actuellement à quelques mètres de l'hémicycle de Strasbourg où notre invité du jour est venu défendre cette semaine quelques-unes de ses idées, même de ses directives, car il s'agit du commissaire chargé des affaires économiques, commissaire français bien connu, Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre Moscovici, vous avez été à multiples reprises ministre de l'économie et des finances pour divers gouvernements socialistes en France avant de rejoindre la commission Juncker en 2014. Et à ce titre, vous disposez d'un pouvoir plutôt considérable. C'est vous en somme qui distribuez et les bons points et éventuellement les cartons rouges pour les mauvais élèves en matière de pacte de stabilité. Oui, alors après le référendum du 23 juin au Royaume-Uni qui a penché en faveur du Brexit, nul ne l'ignore, l'Europe s'interroge. A-t-on bien expliqué d'ailleurs aux citoyens britanniques les avantages de cette Union européenne ou est-ce qu'on n'a pas joué juste sur la peur, les pères fouettards? Nous n'avions pas, la Commission n'avait pas interféré dans la campagne en Grande-Bretagne. Ça aurait été d'ailleurs extraordinairement maladroit. J'ai l'expérience de ce que c'est qu'un référendum en France. On n'a pas envie d'entendre d'autres vous présenter vos quatre vérités ou jouer les pères fouettards. Et donc nous nous sommes contentés, avec d'autres institutions comme le FMI par exemple, ou l'OCDE, de souligner les dangers économiques d'un Brexit qui d'ailleurs, je crois, sont en train de se confirmer. L'incertitude est là et on sent bien que ce n'est pas un élément dynamisant ni pour les finances publiques ni pour la croissance du Royaume-Uni. Non, ceux qui devaient expliquer, et pas depuis quelques semaines, pas depuis quelques mois, ni depuis quelques années, mais depuis quelques décennies aux Britanniques, que l'Europe était bonne pour la Grande-Bretagne, ce sont les dirigeants britanniques. Et je crois que ce référendum est largement le résultat aussi de décennies de débats insuffisants ou de présentations molles, comme si l'Europe finalement n'était qu'un avantage matériel pour les Britanniques. Il n'y a pas eu de création d'une relation intime ou affective, comme elle peut exister dans nos pays, avec ses forces et avec ses faiblesses, bien sûr. Et donc, c'est avant tout un problème britannique, parce que dans la campagne, vous avez eu des gens qui faisaient la campagne du Leave et qui disaient des mensonges invraisemblables, qui ne parlaient que d'immigration. Et de l'autre côté, du côté du Remain, malheureusement, trop de campagnes molles sur le thème « c'est mieux que si c'était pire ». Qui a dit aux Britanniques, depuis le départ de Tony Blair, qui n'a pas que des qualités, je ne veux pas approuver toute sa politique, et sur l'Irak, je n'étais pas d'accord avec lui, mais qui, depuis son départ, a dit aux Britanniques, nous sommes, nous, Britanniques, au cœur de l'Europe. On ne l'a pas fait. Et donc, naturellement, le référendum était sur un fond sceptique. Certains notent que la Grande-Bretagne jouait dans le club libéral, avec d'autres souvent en partenariat avec les pays de l'Est ou alors parfois avec l'Allemagne. Et que maintenant, qu'elle n'est plus là, eh bien peut-être qu'il y aura un rééquilibrage en faveur du camp social-démocrate, d'idées plus d'harmonisation sociale. Je rappelle que c'est votre famille politique. Oui, je suis socialiste, je ne le renie pas, je le reste. Un commissaire n'est pas un homme apolitique. Mais je pense que le débat est encore un peu plus compliqué que ça, parce qu'au fond, il faut d'abord répondre aux aspirations des citoyens. Parce que j'ai dit, c'est avant tout un vote britannique, mais il y a aussi des préoccupations européennes. L'idée que l'Europe ne produit pas assez de résultats, que l'Europe est trop lointaine, que l'Europe n'est pas assez démocratique, que l'Europe est trop technocratique, l'idée que l'Europe est devenue une partie du problème plus qu'une partie de la solution. Et ça, il faut qu'on l'entende. Je crois d'abord que la première des exigences, c'est de protéger. On a envie d'une Europe qui soit protectrice de ses frontières, protectrice de sa sécurité, qui soit capable de se défendre, qui soit capable de traiter la question des réfugiés de manière conséquente. Je voudrais juste vous demander, est-ce que vous n'avez pas peur que le référendum britannique soit en quelque sorte contagieux? Je pense surtout à la Hongrie, où Viktor Orban, très à droite, a l'intention d'organiser une consultation, un référendum, en s'appuyant sur les quotas des étrangers que lui impose l'Europe. Quel est votre sentiment? Il peut y avoir la tentation de faire des référendums un peu partout. Oui. Pour ma part, je la trouve extrêmement dangereuse, parce que, je le répète, il y a une dissymétrie dans une campagne référendaire sur l'Europe entre ceux qui défendent de façon compliquée une réalité complexe et ceux qui l'attaquent de façon simple, simpliste et mensongère. C'est ce à quoi on a assisté en Grande-Bretagne, c'est ce à quoi on peut assister ailleurs. Mais le référendum hongrois est d'une nature différente, parce que c'est pas un référendum sur est-ce que la Hongrie est ou pas membre de l'Union européenne, c'est sur une politique. Cela dit, on voit bien, le danger des référendums, c'est de désigner des populations ou des politiques comme des boucs émissaires, et c'est de coaliser une population, au fond, contre l'Europe. Et voilà pourquoi, et pour de ma faire part, une Europe à la carte, au passage, de choisir un petit peu ce qu'on veut de l'Europe et ce qu'on veut plus. Et de surcroît. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je trouve ça, en tout cas, dommageable
est peut-être dangereux. Hasard quand même malheureux peut-être du calendrier. Les Autrichiens, eux aussi, vont revoter le 2 octobre parce que l'élection présidentielle a été invalidée. Est-ce que le Brexit ne risque pas de promouvoir celui qui avait perdu la dernière fois, à savoir le parti d'extrême droite de M. Hofer, qui pourrait être relancé par cette dynamique du Brexit? Je ne le crois pas. Je ne le souhaite pas, bien sûr. Je pense que quand on observe ce qui se passe en Grande-Bretagne, on regarde d'un côté les promesses de la campagne du Brexit. Ça allait être le meilleur des mondes. Économiquement, il ne se passerait rien. Politiquement, on entrerait dans une nouvelle ère. On constate que les marchés ont souffert, que la livre a chuté, que l'immobilier est menacé, qu'on s'interroge sur la place de la City. Et on voit que le leader du Brexit, Boris Johnson, n'a pas pu se présenter à la tête du Parti conservateur. Nigel Farage a choisi de manière assez critiquable de rester ici au Parlement européen à ne pas faire grand-chose. Il se défile. Vous dites qu'il se défile politiquement maintenant que leur camp a gagné? Plutôt que de rester à la tête de l'UKIP. Non, je pense que ça prouve qu'il y avait là une erreur et une irresponsabilité, parce que personne n'avait de plan pour le lendemain. Et donc, à ceux qui regardent ce qui se passe, je leur dis, vous voyez, quand les populistes triomphent, quand on a des mensonges, quand on se tourne contre l'Europe, le résultat le lendemain n'est pas fameux. J'ai plutôt tendance à penser qu'il y aura en Autriche, mais c'est une campagne à mener, c'est pas moi qui vais la mener, un sursaut des démocrates pour dire non, il n'est pas possible que dans une élection présidentielle, les populistes l'emportent. Dans le même ordre d'idées, revenons en France, puisque... Je n'avais pas fini avec ce que je disais tout à l'heure sur les pistes. Parce que c'est ça qui est important. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en France, Marine Le Pen va probablement se présenter à la prochaine élection présidentielle dans un an, et elle a déjà annoncé qu'elle organiserait un vrai référendum pour faire sortir la France de l'Union européenne. Que peut l'Europe pour contrer ce genre d'argument? Est-ce qu'elle peut quelque chose? Le vrai référendum, en France, il aura lieu en 2017, et c'est l'élection présidentielle. Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Même si elle est aujourd'hui un peu dégradée, même s'il faut aussi être capable de montrer davantage de résultats, notamment de résultats économiques. C'est la raison pour laquelle je disais protéger, mais il faut aussi investir. Moi, je pense que investir dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement, dans les infrastructures, dans la jeunesse, c'est la raison pour laquelle il faut aussi donner plus de force à la zone euro, faire en sorte qu'elle ait une vraie politique économique qui soit capable de contrer le chômage. Et enfin, il faut sans doute démocratiser nos institutions. Pas les démolir, mais les démocratiser. Mais pour répondre à ça, il est important de dire, voilà, vous votez pour Mme Le Pen, la France sortira de l'Union européenne. Chiche. Qui veut ça? Personne ne le veut, en réalité. Parce que tout le monde sait, ou peu de gens, parce que tout le monde sait que pour notre pays, ce serait une source d'affaiblissement considérable, tant nous sommes puissants dans l'Europe et à travers l'Europe. Donc, le vrai référendum, ce sera, si vous voulez le Frexit, votez pour elle. Si vous ne voulez pas pour elle, pas du Frexit, votez contre elle. Alors, vous avez commencé à parler... Mais votez pour les autres, pour d'autres raisons, gauche, droite, des vrais programmes pour la France. Vous avez commencé à parler de l'impact économique pour les Britanniques de ce Brexit, ou de sa perspective en tout cas, avec des annonces qui n'ont pas toujours fait plaisir aux Français. On regarde tout de suite ce reportage de Julien Cheida. Amsterdam, Francfort et Paris. L'une de ces villes rêve de devenir le nouveau centre financier européen, en lieu et place de Londres. Face à la menace du Brexit, 49% des chefs d'entreprise du Royaume-Uni se disent pessimistes pour l'avenir. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 jours. Les grandes sociétés menacent de s'expatrier pour rester dans le marché unique. Parmi elles, l'opérateur téléphonique Vodafone, l'américain Visa ou encore le géant du low-cost aérien Ryanair. Nous allons recevoir 50 nouveaux avions l'an prochain. 20% de ces avions auraient dû être basés au Royaume-Uni, mais après le Brexit, aucun d'entre eux ne le sera. Ils seront tous basés dans des aéroports européens. Pour empêcher l'exil de ces grandes firmes, le ministre des Finances britannique promet de baisser l'impôt sur les sociétés en dessous des 15% contre 20% actuellement, très loin des 33% en France. Mais l'opération est risquée, avec une estimation de 4 milliards d'euros de pertes par an pour les finances publiques britanniques. Autre incertitude, quand cette baisse d'impôt sera-t-elle mise en place? Aucune annonce pour l'instant. Et rien ne dit que le successeur de George Osborne l'appliquera.
En coulisses, le ministre chercherait à éviter des délocalisations massives chez son plus proche voisin, l'Irlande, où l'impôt sur les sociétés est le plus bas d'Europe, avec 12%. À Dublin, plusieurs multinationales comme Google ou Facebook ont installé leur siège européen depuis plusieurs années déjà. Pierre Moscovici, le Royaume-Uni maintenant a toute latitude, avant même qu'il n'ait entamé sa procédure de divorce, je veux dire juridiquement, de se positionner comme une petite et même peut-être même comme une grande Suisse sur le plan financier. Et visiblement, l'Europe a les mains liées. Est-ce qu'elle peut l'empêcher? D'abord, le Royaume-Uni, tant que le divorce n'est pas acté, est membre de l'Union européenne. Il l'est avec la totalité des droits, mais aussi des obligations qui y sont afférents. Et du coup, il y a aussi un esprit qu'on doit respecter. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire 2 ou 3 choses par rapport à la proposition de baisser l'impôt sur les sociétés. La première, c'est que je ne crois pas que dans la situation dans laquelle nous sommes, et au moment où, à l'échelle mondiale, on veut lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, où on cherche davantage d'harmonisation fiscale, la solution, la réponse, ce soit le dumping fiscal ou la concurrence fiscale à outrance. Ce n'est pas une bonne réponse. La deuxième chose, c'est que je pense que sur le plan des finances publiques, ce n'est pas non plus une bonne réponse, parce que ça impliquerait des pertes de recettes considérables pour le Trésor britannique, dans une situation où les déficits britanniques vont être regardés avec plus d'attention pour un pays qui va sortir de l'Union européenne. La troisième, c'est que je prends pour le moment cette proposition avec un flegme presque britannique, parce que celui qui la formule, c'est George Osborne, le chancelier de l'échiquier de David Cameron, qui a été le leader de la campagne du Remain, un homme compétent, un homme de talent, mais qui ne sera peut-être pas, voire probablement pas, le prochain ministre des Finances britannique. Alors, mais je le dis avec la plus grande clarté, non. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de plus d'harmonisation, c'est de plus de coopération, c'est en matière fiscale d'un rapprochement. Je ne veux pas dire par là d'une unité, parce que nos pays sont différents et je ne veux pas mettre fin à la compétition fiscale. Par exemple, je n'ai pas souhaité, comme commissaire à la fiscalité, remettre en cause les 12% irlandais. Mais non, la concurrence à outrance, la compétition féroce et le dumping fiscal ne sont pas la réponse que nous devons apporter. Alors, rappelons qu'un de vos ex-collègues, le commissaire Jonathan Lind, a choisi de démissionner après ce vote référendaire, alors que, vous le disiez, hein, le Royaume-Uni est toujours membre. Tant que le divorce n'a pas été consommé, ça prendra un certain temps, 2 ans, quand la clause sera activée. On a accepté de reprendre, Jean-Claude Juncker va reprendre un commissaire britannique. Est-ce qu'il va lui donner des fonctions aussi exposées que commissaire au marché financier? Est-ce que ce sera plus un rôle symbolique? Je ne sais pas, c'est au président de décider de cela. Mais en tout cas, ce qui est logique, c'est qu'il y ait un commissaire britannique, dès lors que la Grande-Bretagne est toujours membre de l'Union européenne. Elle ne sort pas de ces institutions et ce serait, je crois, tout à fait déplacé qu'elle ne soit plus représentée à la Commission. Elle n'aura probablement pas le même portefeuille, peut-être même pas un portefeuille de même importance, mais c'est au président de le décider. Pierre Moscovici, est-ce que l'Espagne et le Portugal sont, comment dire, dans votre viseur, puisqu'ils ont un petit peu dépasser le pacte de stabilité? Est-ce que l'Europe va être méchante, va être un père fouettard ou au contraire va être bienveillante? Écoutez, dans le viseur n'est jamais la bonne façon de voir. Le père fouettard, ce n'est pas mon attitude, mais en même temps, il y a des règles. Et elles sont faites pour être respectées. Et respectées par tous, car c'est un problème de crédibilité. Si nous n'avions pas eu de règles, nous n'aurions pas réussi à diminuer le déficit, à lutter contre la dette publique, et nous n'aurions pas retrouvé de marge de manœuvre pour investir pour l'avenir dans chacun de nos pays. Alors ce qui est vrai, c'est que pour le passé, nous avons constaté que l'Espagne et le Portugal n'ont pas rempli leur contrat. Nous avons posé ce diagnostic. Maintenant, c'est au Conseil, aux ministres, de décider la suite qu'il doit donner à ça. Plus coulant, post-Brexit. Après, les ministres peuvent décider ou pas de donner suite tout de suite à notre constat. S'ils donnent suite à ce constat, je dis bien s'ils, nous avons l'obligation, ce sont les règles, dans les 20 jours, de proposer des sanctions, mais des sanctions qui peuvent être en vérité soit considérablement diminuées, voire ramenées à zéro si ces gouvernements sont coopératifs. Donc, restons là-dessus calmes. La procédure n'est pas une procédure punitive. Et les règles de l'Union européenne, ce ne sont pas des cartons rouges. Ce sont des règles incitatives
à réformer et à économiser. D'autant que, est-ce que on a commencé à calculer les conséquences économiques du Brexit pour les Britanniques, mais est-ce que vous dites, finalement, nous aussi, ça risque de nous coûter des points de croissance, et dans quel ordre de grandeur, finalement? Est-ce que c'est des 0 points de croissance, ou c'est des 1 point de croissance, ou est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on a lieu de croire que ce redémarrage qu'on sentait d'ailleurs très nettement en France, eh bien, il peut être finalement pénalisé par ces incertitudes européennes? Certaines évaluations prédisent une diminution de la croissance, c'est plutôt des 0 quelque chose que des 1 et quelques, mais je crois que même ça n'est pas fatal, parce qu'en vérité, nous n'avons pas à subir une situation, nous avons à la surmonter. Et je suis persuadé que si l'Europe est capable de se protéger, d'investir, de se démocratiser, de renforcer la zone euro, de mettre en place un plan d'investissement qui prolonge le plan Juncker et peut-être qu'il l'élargit encore, nous n'aurons pas de conséquences du Brexit. Bref, soit nous sommes capables de nous réinventer, de nous relancer, de nous refonder, et à ce moment-là, l'avenir appartient toujours à l'Europe. Soit on se contente de subir ce qui est un choc, on reste inerte, on reste immobile, on reste dans le statu quo, voire on régresse, comme certains nous y appellent. À ce moment-là, le choc sera à la fois politique, et ce sera un choc en chaîne, et économique. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis, ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Eh bien, je vous remercie, Pierre Moscovici, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à tous, et merci de nous avoir suivis sur France 24 et RFI. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes, où l'actualité se poursuit.